Je remercie également les intervenants et les intervenantes qui sont ici présentes et qui ont accepté de participer à la table ronde pour nous apporter leur lumière sur cette question des discriminations à l'encontre des personnes ayant une sexualité différente de celle de la majorité hétérosexuelle, c'est-à-dire des personnes qui ont des rapports sexuels et amoureux avec des personnes du même sexe ou celles que l'on suppose comme telles, en se fondant notamment pour les reconnaître sur certains préjugés pluriséculaires, comme par exemple les gays sont des folles ou les lesbiennes sont des camionneuses. Parce que parfois, ce sont les personnes supposées homosexuelles qui sont victimes de ces discriminations. Et ce, bien que Nathalie Bajos l'a précisé tout à l'heure, un tout petit nombre de ces personnes se définissent elles-mêmes comme lesbiennes, gays ou bisexuelles. Donc c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui des personnes, non pas qui se définissent comme telles, mais bien de toutes les personnes qui ont des rapports homo ou bisexuels. Voilà. Qu'entendons-nous par discrimination maintenant ? Eh bien, on ne prend pas ici le terme dans un sens restreint. Une discrimination, comme le définit la HALD, c'est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, comme l'origine, le sexe, le handicap, les mœurs ou l'orientation sexuelle, et dans un domaine visé par la loi, comme l'emploi, le logement, l'éducation, etc., selon les articles 225.1 et 225.2 du Code pénal. Ici, nous le prendrons, je pense, dans un sens plus large, comme toutes les formes d'hostilité, nous le verrons donc dans la première question. Donc toutes les formes d'hostilité, ça peut être l'incompréhension ou le rejet par les membres de la famille, par les proches ou par les amis, le refus d'embauche ou la mise au placard au sein d'une entreprise, les insultes ou les agressions physiques dans la rue, etc. Et quelles que soient donc ces manifestations, nous étudierons donc toutes les formes d'hostilité, quelles que soient leurs manifestations, à l'égard des personnes homosexuelles, bisexuelles ou supposées telles. Eh bien, on aurait tort de croire également que ces discriminations ne sont pas importantes sous prétexte qu'elles concernent une toute petite, entendons-nous souvent, minorité de personnes. Donc, selon l'enquête CSF, comme nous en avons parlé tout à l'heure, qui a été réalisée en 2006 sous la direction de Nathalie Bajos et de Michel Boson, on sait aujourd'hui que 4% des femmes et 4,1% des hommes en France ont eu des pratiques homosexuelles au cours de leur vie au moins une fois. Donc, c'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Et du reste, ces discriminations à l'égard des personnes qui ont une sexualité avec des personnes du même sexe, c'est un peu long à dire. On ne peut pas dire gay, lesbienne, ça fait une grosse phrase. Du reste, donc, malgré, je disais, les dispositifs législatifs qui ont été mis en place ces dernières années et qui permettent, par exemple, de considérer l'homophobie comme une circonstance aggravante en cas d'agression, et malgré la création de la HALD, par exemple en 2004, eh bien, ces discriminations restent prégnantes en France. En témoignent notamment chaque année les rapports de l'association SOS Homophobie, qui par exemple en 2008 a reçu 1246 témoignages de victimes ou de témoins de gayphobie, lesbophobie, etc. Biphobie. Et ce n'est rien dire également de l'homophobie d'État, qui ne reconnaît en France aujourd'hui pas le droit aux homosexuels de se marier, nous le verrons, ni de concevoir un enfant dans le cadre d'une famille homoparentale, faisant ainsi perdurer l'inégalité des droits entre les gays et les lesbiennes. Entre les gays et les lesbiennes aussi du reste, mais entre les gays et les lesbiennes et les autres personnes. Donc autant de points que nous allons pouvoir débattre dans cette première table ronde, qui sera centrée plutôt sur l'étude et la connaissance des discriminations, donc un petit peu plus le versant théorique, et ensuite donc pour passer la deuxième table ronde qui sera plus centrée sur la manière de lutter contre ces discriminations. Dans un premier temps, donc pour savoir contre quoi on lutte, eh bien, il est bien de le connaître. Donc je vais vous présenter Jean-Yves Le Tallec. Donc vous êtes sociologue, associé au CERTOP, Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir, donc une unité mixte du CNRS et de l'Université de Toulouse 2. Donc vous êtes aussi associé au pôle SAGES, qui est le pôle Savoir, Genre et Rapports sociaux de sexe. Vos travaux de recherche portent sur le genre, la sexualité et la santé, notamment sur les homosexuels masculins et le sida. Et vous avez également travaillé sur la figure de la folle et publié l'ouvrage Folle de France, Repenser l'homosexualité masculine, qui a été publié en 2008, donc à la Découverte, aux éditions de la Découverte. Voilà. Vous avez par ailleurs été l'un des fondateurs du mouvement des Sœurs de la perpétuelle indulgence en France, et vous avez collaboré au magazine Gay Pied Hebdo. Voilà. Donc Caroline Mécari. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris depuis 1991. Vous êtes l'auteur d'ouvrages juridiques concernant de très près le sujet d'aujourd'hui. Je citerai Les droits des homosexuels en 1997, donc dans la collection Que sais-je des PUF,
le Pax qui est sorti en 2008 par exemple aussi, et vous avez également participé à des ouvrages sur l'homoparentalité, dont homosexualité, mariage et filiation, de la Fondation Copernic, que vous présidez je crois. Vous travaillez entre autres dossiers sur les questions relatives aux nouvelles familles, comme l'ouverture du mariage civil à tous, et vous avez été l'avocate des mariés de Bègle, dont nous parlerons peut-être. Et donc vous travaillez aussi sur la reconnaissance concrète des droits des enfants élevés par deux personnes de même sexe. Par exemple, il y a eu donc récemment des bonnes nouvelles sur une de vos affaires. En janvier 2008, vous avez obtenu par exemple de la Cour européenne des droits de l'homme la condamnation d'un refus d'agrément opposé à une lesbienne qui souhaitait adopter depuis de longues années déjà. Et donc tout récemment, il y a eu plutôt une bonne nouvelle. Donc nous parlons peut-être. Et enfin, donc Annie Welter, vous êtes sociodémographe et vous avez travaillé sur différentes thématiques de santé, notamment sur les substances psychoactives, etc. On reviendrait peut-être. Et puis vous êtes consacré au VIH, à SIDA Info Service, et aujourd'hui à l'INVES, Institut national de veille sanitaire, où vous êtes responsable scientifique du système de surveillance comportementale auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et donc en termes de publication, vous êtes en charge des enquêtes Presse Gay, qui est une enquête extrêmement importante dont nous allons parler, puisqu'elle a pour objectif de suivre les comportements sexuels préventifs des homosexuels lecteurs de la presse gay et leur mode de vie et de socialisation, que je proposais à vous trois. Je voulais donc revenir sur les discriminations majeures à l'encontre des personnes qui ont une sexualité homo ou bisexuelle. Alors, quelles sont ces manifestations, sans en faire un catalogue, mais comment se manifestent-elles? Et aussi, comment ont-elles évolué ces dernières années? Alors peut-être, je vous suggère peut-être, si vous le souhaitez, qu'on commence par un point de vue plus quantitatif peut-être, donc avec Annie Welter, si vous voulez. Et puis donc l'enquête Presse Gay, dont nous parlions à l'instant, a offert des réponses notamment chiffrées sur cette question des discriminations que subissent notamment les hommes homosexuels. Presse Gay, c'est vrai qu'on a un outil qui nous permet des évolutions, puisque l'enquête existe depuis 1985. C'est vrai que c'est un outil qui est plutôt sur la surveillance des comportements sexuels, mais on a la chance d'avoir quand même des questions plus, on va dire, entre guillemets, sociologiques, sur le mode de vie, et en l'occurrence sur l'acceptation de son homosexualité, ou bien encore des questions sur des actes homophobes à l'égard des répondants. Donc en fait, c'est vrai que si on regarde les évolutions, par exemple, dans le milieu familial, l'acceptation a considérablement augmenté entre 85 et 2004, et ce particulièrement chez le père, puisqu'on avait la chance également d'avoir une dissociation entre le père, la mère, les frères et sœurs, les amis et les collègues. Mais c'est vrai que comme on partait déjà de très bas, puisqu'en 85 le chiffre d'acceptation des répondants de l'époque était de 15% pour le père, on arrive à 56% en 2004. Donc on voit bien qu'il y a quand même une évolution, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et donc voilà. Et en fait, c'est vrai que ces chiffres sont aussi, comment dirais-je, différents selon les tranches d'âge. Il y a un effet âge et aussi un effet générationnel, puisque ce sont les plus jeunes et je ne sais pas si je dois dire les plus âgés, en tout cas les plus de 50 ans, qui indiquent être les plus, comment dirais-je, les moins acceptés de la part de leur environnement familial. En fait, pour un tiers d'entre elles, les répondants de 2004 indiquaient avoir subi des actes homophobes. Donc c'est vrai que les injures, enfin les actes, les agressions physiques sont, je dirais, assez faible, je crois que c'est 6%, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que les injures de la part de son environnement, enfin je sais pas si on peut dire amis, enfin de ses pairs, est quand même assez importante, et surtout pour les très jeunes et pour ceux également qui appartiennent à des milieux socio-professionnels moins favorisés, on va dire.
Et aussi, je crois qu'on avait des questions également sur ce qu'on appelle aussi un peu la mise au placard, donc des brimades liées à son, à son orientation sexuelle. Et là aussi, on a des pourcentages quand même assez élevés pour quelque chose, comme le disait Nathalie Bajos, sur soi-disant une acceptation plus importante dans notre société, mais cependant on constate toujours aujourd'hui que ces actes sont quand même encore très, très importants, et surtout pour une frange de population qui est encore vulnérable. On travaille essentiellement à partir de méthodes qualitatives, donc non pas de questionnaire mais d'entretien essentiellement, et voire dans certains cas d'observation, mais en tout cas massivement d'entretien. Il s'agit d'échantillons, en ce qui me concerne, quasiment toujours composés uniquement d'hommes. Donc je parlerai ici d'une perspective homo-bisexuelle masculine. Et les hommes que je rencontre sont dans une tranche d'âge, enfin grosso modo d'entre 35 et 45 ans pour la grande majorité, comme référence générationnelle. Alors en termes de discrimination, je reprends ce que dit Annie. En fait, dans ces récits, on retrouve toutes sortes de violences. Physiques, les agressions, psychologiques, toute forme de harcèlement, verbal, bien entendu, les injures, violences symboliques, mise à l'écart, toutes sortes de choses. Des récits de la sensation d'être l'objet de violences politiques, dans certains cas, les hommes peuvent le raconter. Et puis de violences économiques dans le monde du travail. Donc toutes sortes, toute cette gamme-là existe dans les récits. Et on peut raisonner peut-être, comme le fait Annie d'ailleurs, à partir de ces données, sur 3 espaces sociaux. En gros, la famille, les amis qui est l'espace électif, des relations électives, et le travail. Et on peut, dans ces 3 espaces, regarder ce qui se passe en termes de récits de discrimination, mais aussi ce qui se passe en termes de gestion du secret pour la personne elle-même. Ces 3 espaces ne sont pas équivalents de ce point de vue, et ça a été montré par beaucoup de collègues scientifiques, dans les enquêtes CSF, etc. Voilà. On est plusieurs à avoir regardé ça de près, et donc, mais du point de vue des récits que je peux recueillir, finalement, la famille n'est peut-être plus le lieu de la plus grande exclusion. En tout cas, en ce qui concerne les hommes que je rencontre, l'espace familial semble géré, y compris par le silence, voire le secret. Donc le secret, on n'en parle pas du tout dans la famille. Le silence, l'information est connue sur la sexualité de l'enfant, mais on n'en parle jamais. C'est un lieu de tabou dans les échanges familiaux, et puis d'autres cas où on en parle, où ça se passe dans une relative transparence. Évidemment, l'espace le plus disponible en termes de visibilité ou de récit de soi-même, c'est celui des amis, puisqu'on les choisit. Donc là, très peu de récits de discrimination, bien entendu, dans cet espace-là. On peut y inclure aussi, pour les hommes qui ont des sexualités multipartenaires, l'espace des amis et des amants, et des partenaires de rencontres, qui est aussi un milieu dans lequel il y a peu de discrimination, puisque on est entre pairs, entre guillemets, pour ce qui concerne les amants et les partenaires. Et le monde du travail serait celui, finalement, qui revient régulièrement dans les récits, qui est un monde, alors avec des grandes inégalités. Certains hommes sont tout à fait visibles, ouverts dans leur espace professionnel, il n'y a pas de problème du tout. Et pour d'autres, c'est vraiment un calvaire. Et j'ai des récits, quel que soit le type d'emploi, le niveau professionnel, le niveau de formation. J'ai en tête le récit d'un cadre très très supérieur du monde de la finance, qui raconte vivre dans une terreur quotidienne. Que le moindre lambeau de son secret sexuel, de sexualité, vienne aux oreilles de sa direction, auquel cas il est absolument persuadé qu'il va perdre son emploi. Et il a sans doute de bonnes raisons de le penser, puisque il raconte que ça s'est déjà produit dans son entreprise. Donc voilà, dans le monde du travail, les choses sont assez tout est possible, y compris la plus grande violence. Donc qui est géré par le secret absolu, bien entendu.
on rattacherait, je rattacherais, mais c'est un peu un espace un peu différent, mais au moment, enfin à l'espace de la famille, en tout cas au temps de la famille, évidemment le temps de l'éducation, et dans les souvenirs, l'école revient comme l'endroit le plus référencé en tant que lieu de violence, quelles que soient les violences. L'école reste un très mauvais souvenir pour les gays. Voilà, on peut aussi raisonner en termes d'espace, et en particulier d'espace urbain, d'espace public. Et là aussi, l'espace public n'est pas du tout distribué de manière équivalente. Et en termes de sexualité, il y a des endroits dans l'espace public, bien entendu, où toute sexualité est interdite, et des endroits encore plus restreints pour les personnes qui ont des rapports avec des partenaires de même sexe. Et en particulier pour ce qui concerne les hommes, il y a la possibilité d'une sexualité dans l'espace public, très restreinte, des lieux très particuliers, à certaines heures, en plus c'est un espace temporalisé, et puis aussi l'espace commercial qui est très identifié dans les grandes villes, certains quartiers, certains lieux, et on ne va pas n'importe où rencontrer ses pairs, ses amis, etc. Donc il y a un espace qui est en même temps dédié, protégé, utilisé, et en plus il est sexué, cet espace, il n'est pas le même pour les gays et pour les lesbiennes. Voilà, un mot encore d'une perspective générationnelle. J'avoue que à partir de mes données, c'est difficile de dire si ça se passe mieux pour les jeunes générations, de mon point de vue des entretiens, parce que dans les récits de vie, à peu près tout est possible, y compris pour des jeunes hommes aujourd'hui qui ont 20 ans, qui vivent des trucs épouvantables, du type rejet de la famille, être foutu à la porte à 18 ans. Bon. Donc j'ai du mal à dire que les choses ont évolué. Alors c'est vrai que globalement, on peut dire, bon, en regardant en même temps les enquêtes d'opinion, que les choses se passent mieux, mais quand on regarde de près, c'est pas si évident. Je crois qu'il faut véritablement distinguer deux niveaux. Un niveau que je vais qualifier de légal, c'est-à-dire la manière dont la loi appréhende appréhende un comportement et va le qualifier de discriminatoire ou de non discriminatoire. Et je vais y revenir de ce que j'appelle le fait, qui est hors champ juridique. Et dans les exemples qui vous ont été donnés par mes deux prédécesseurs, si on prend les relations que peut avoir une personne homosexuelle au sein de sa famille ou à l'école, on est vraiment hors champ du droit. Par contre, c'est du fait. On est vraiment dans un fait qui est problématique. Et donc, si je reviens sur le champ du droit, qui est mon champ de compétence, même si ça m'empêche pas de réfléchir évidemment à tout le reste, on peut dire véritablement que le droit français aujourd'hui, d'une façon quasi totale, quasi complète, mais j'ai bien dit quasi, donc je reviendrai sur le quasi un peu après, il y a un arsenal juridique français qui permet véritablement de sanctionner les comportements discriminatoires, que ce soit dans le champ du travail, un refus d'embauche lié à l'orientation sexuelle, c'est-à-dire on trouve que telle personne a l'air trop efféminée ou telle autre personne a l'air trop masculine pour pouvoir tenir le poste de réceptionniste dans un grand hôtel, par exemple, très chic. Voilà, ce genre de choses, donc que ce soit l'embauche, que ce soit l'exécution du contrat de travail, que ce soit le licenciement, tous ces comportements dans lesquels on pourrait avoir un élément discriminatoire sont susceptibles d'être sanctionnés par le droit du travail. De la même manière, un certain nombre de prestations de services qui pourraient être refusées à un individu ou à une femme à cause de sa sexualité, et là aussi est susceptible d'être sanctionné par le code pénal. Et le code pénal permet aussi de sanctionner les paroles qui sont offensantes, blessantes, ce que l'on appelle les injures ou bien des propos diffamatoires depuis 2004, et puis permet aussi bien évidemment de sanctionner des comportements violents, c'est-à-dire, bon, vous l'avez compris, des agressions qui peuvent aller jusqu'au meurtre d'une personne à cause de sa sexualité. Le mobile homophobe est une circonstance aggravante. Donc, sur le plan légal, on a dans le droit français véritablement, et sous l'impulsion d'ailleurs du droit européen, un large éventail de règles qui permettent
théoriquement de punir les comportements qui traduisent en fait un comportement discriminatoire. Mais il y a encore des domaines où l'homosexualité fait l'objet d'une discrimination, cette fois-ci y compris dans le champ légal. Je m'explique, enfin vous allez comprendre tout de suite. Le mariage civil aujourd'hui n'est possible que pour les personnes hétérosexuelles. Il n'est pas possible pour les personnes homosexuelles. Eh bien, nous sommes en présence de ce que moi j'appelle une discrimination légale, dont je pense qu'elle n'est pas légitime et qui un jour tombera. Mais aujourd'hui, c'est la loi elle-même qui instaure une différence de traitement entre les hétérosexuels et les homosexuels quant à l'accès au mariage civil. Sur les questions relatives aux enfants, on a conquis, on a réussi à obtenir une certaine égalité quant à la possibilité pour des personnes homosexuelles d'adopter un enfant. Alors je fais une petite digression pour dire juste qu'en France, l'adoption, c'est possible uniquement par des couples de personnes mariées ou par une personne célibataire. Donc très longtemps, des femmes homosexuelles ou des hommes homosexuels ont pu demander ce que l'on appelle un agrément pour pouvoir adopter, ne l'ont pas obtenu à cause de leur homosexualité. Et puis, comme le rappelait Stéphanie, j'ai obtenu devant la Cour européenne des droits de l'homme en janvier 2008 la condamnation de la France pour un refus d'agrément qui avait été opposé à une femme homosexuelle à cause de son homosexualité. Donc la France a été condamnée de ce chef. Donc j'ai envie de dire, sur le plan du droit et sur le plan des principes, l'adoption est possible. Enfin, j'ai envie de dire ça, oui, c'est vrai, ce que je vous dis est vrai. Et pourtant, en pratique, la même cliente qui a sollicité à nouveau un agrément pour adopter s'est vue refuser cet agrément par le président du Conseil général du Jura l'année dernière, en janvier 2009. Et il a fallu mettre en branle toute une procédure et on attend le résultat. Mais c'est vous dire qu'entre la règle qui pose un principe, éventuellement son application par une des plus hautes juridictions qui existe au niveau européen, la Cour européenne des droits de l'homme, et son application par le petit président du Conseil général du Jura, il y a malheureusement un monde, et c'est contre généralement ces gaps que nous devons nous battre. Mais il y a d'autres domaines où l'égalité n'existe pas toujours par rapport aux enfants. Pour avoir des enfants, la procréation médicalement assistée n'est pas possible pour les lesbiennes en France. La gestation pour autrui, bon alors là on va dire hétéro, homo, même combat, puisqu'elle n'est pas possible que ce qu'on soit un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel, mais enfin en tout cas c'est fermé. Et puis il y a aussi une discrimination qui cette fois-ci ne concerne pas, alors j'ai envie de dire elle ne concerne pas directement les couples homosexuels, disons qu'elle concerne leurs enfants. C'est-à-dire que les enfants qui sont élevés par deux femmes ou par deux hommes, qui juridiquement n'ont qu'un seul parent, je pense que dans cette salle, 99% des personnes ont deux parents juridiquement. En tout cas, il y a un père, une mère qui les a reconnus, donc ça institue un lien de filiation et donc on a des droits et on bénéficie d'une certaine protection. Donc, les enfants, eux, ne bénéficient pas. Enfin, les enfants, donc élevés par deux femmes ou par deux hommes, ne bénéficient pas de la même protection que les enfants élevés par un couple hétérosexuel, puisque il n'y a donc qu'un seul lien de filiation. Le second parent ne peut pas transmettre ses biens, ou plus exactement, il peut les transmettre, mais cela va impliquer pour l'enfant d'avoir à payer 60% de droits d'enregistrement sur l'assiette, etc. etc. Donc on l'a vu, la discrimination, les discriminations sont sanctionnées par la loi aujourd'hui, mais qu'elle-même peut, elle aussi, discriminer à sa façon. L'autre petite chose, c'est que on relève que, effectivement, par exemple, les insultes sont maintenant pénalisées ou interdites, mais que le vécu de ces insultes, donc ça c'est Jean-Yves Le Tallec qui en parle notamment, ça n'efface pas le vécu de l'insulte ou le vécu du mépris. Voilà. Et la troisième petite chose, c'est que donc, comme on le voit dans l'enquête du Presse Gay, c'est que il y a une augmentation donc des actes homophobes et en même temps il y a aussi une augmentation du sentiment d'acceptation de l'homosexualité. Alors c'est voilà, pardon. Dans la sphère familiale, voilà. Donc, ce sont un petit peu des petits paradoxes qu'il est intéressant de... Sont-elles plus, moins touchées que les hommes, voilà, et qui sont également les personnes les plus touchées. Donc, c'est une question que... Voilà. Prochainement, une enquête, comme enquête Presse Gay, en ligne, auprès des femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes. Et donc d'ici 2011, on aura l'opportunité d'avoir des informations sur ces aspects-là. Ce que je trouve
assez lamentable d'avoir ça que en 2011. Mais donc bon, on avance avec l'équipe qui se trouve, les deux jeunes filles là-bas qui se trouvent là-bas. On avance sur cette thématique et j'espère qu'on arrivera à faire entendre des choses. Ce sont surtout des jeunes hommes moins de 25 ans qui sont discriminés, que ce soit donc effectivement, comme disait Jean-Yves, à l'école, à l'université ou bien dans le monde du travail. Et ce sont, comme je le disais tout à l'heure, également donc des jeunes hommes qui appartiennent à des milieux sociaux professionnels un peu moins favorisés. Donc on a vu que c'était plus particulièrement des ouvriers ou des jeunes hommes qui n'avaient pas suivi d'études supérieures ou encore qui ne vivaient pas dans des grandes agglomérations. Donc vraiment qui avaient déjà du mal à assumer leur orientation sexuelle par rapport à l'hétéronormalité ambiante. Donc déjà d'assumer leur orientation et puis d'être pris comme bouc émissaire du fait de cette orientation. Un ouvrage qui vient de sortir sur l'homosexualité en banlieue, où les discriminations sont particulièrement violentes et où la gestion du secret ou de la visibilité est particulièrement difficile, et ceci pour les hommes tout autant que pour les femmes. Alors bon, moi, sur mes données de terrain, évidemment, comme je rencontre essentiellement des hommes, j'ai du mal à répondre à cette question. Donc, on peut peut-être donner quelques éléments plus théoriques sur le fait qu'effectivement ces discriminations n'affectent pas de la même manière les hommes et les femmes. Du fait de la construction sociale des sexualités, du fait du genre considéré comme un système qui divise le monde social en deux catégories qui sont inégales, hiérarchisées, et dont on attend une complémentarité idéale dans l'hétérosexualité. Tout ça fait que la construction sociale de l'homosexualité masculine, par exemple, met en jeu une déviance articulée à la fois sur la sexualité, l'homosexualité, et aussi sur des caractères liés au genre. En l'occurrence, dans l'histoire de la construction de l'homosexualité, l'efféminement. Mais pour autant, un homosexuel reste un homme. Dans son éducation, il a acquis l'essentiel des codes du masculin et de la domination masculine, même s'il est considéré comme portant un certain nombre d'attributs ou de qualités qui relèvent de l'autre sexe, dans ce qui est du registre de ce personnage de la folle, de l'efféminement, etc. Et donc la position des femmes n'est pas symétrique, ne peut pas être symétrique du fait de la domination masculine. Et les lesbiennes subissent à la fois une désignation, une discrimination sociale, avant tout en tant que femmes, et aussi en tant qu'homosexuelles. Et ça se traduit dans l'espace social par cette invisibilité que tu soulignais, Nathalie, qu'on observe à bien des égards, dans bien des espaces sociaux, dans bien des activités sociales. Je pense à la santé que tu as souligné à différentes reprises. Effectivement, ça ne se passe pas tout à fait de la même façon pour les hommes et les femmes dans leur rapport, gays et lesbiennes, j'entends, dans leur rapport au système de santé, par exemple. Je trouve l'analyse de Monsieur Le Tallec tout à fait pertinente, je crois, effectivement, parce qu'il y a certainement une affectation plus importante d'une certaine manière pour les femmes que pour les hommes, et en même temps je pense que par rapport aux hommes les choses sont plus spectaculaires, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus affaire à des agressions physiques violentes pouvant même aboutir au décès d'un gay que ce type d'agression vis-à-vis des femmes, quoique il faudrait aussi peut-être affiner ce que je viens de dire en faisant une distinction entre ce qui peut se passer dans certaines zones géographiques et les grandes villes et certaines zones géographiques qu'on appelle communément les banlieues, où je dois dire que je suis tout à fait effarée par la zone de non-droit qu'elles peuvent constituer à certains égards, aussi bien d'ailleurs par rapport à l'homosexualité que par rapport à bien d'autres problématiques. Du repérage, de la désignation, de l'homophobie relève avant tout des catégories habituelles du masculin et du féminin. En d'autres termes,
dans la vie sociale, dans la rue, comme ça, on va repérer un gay essentiellement parce qu'il est ou parce qu'il paraît efféminé. C'est-à-dire qu'il est la supposition qui accompagne ce repérage, il est efféminé, donc il préfère sexuellement les hommes. Mais ce qui est vu, repéré, visible, c'est d'avant tout l'efféminement. Même chose chez les femmes. Sauf que le contraire d'efféminement, ou l'équivalent, le mot n'existe même pas dans la langue française. Ce serait l'enmasculinement, mais ce mot n'existe pas. Voilà, ce serait... En anglais, oui, mais pas en français. La masculine, mais c'est pas la même chose. Donc ce repérage est avant tout sur des questions portant sur les qualités liées au sexe, avant que ce soit les qualités liées à la sexualité. Alors évidemment, quand elles sont connues, ça déclenche tout autant, éventuellement, de réactions de discrimination et de rejet. J'ai pas d'outils statistiques pour savoir si aujourd'hui, d'abord, est-ce qu'il y a réellement plus d'agressions homophobes en général. 2, est-ce qu'il y a plus d'agressions homophobes vis-à-vis des femmes, ou alors est-ce que c'est simplement un effet de ce que les personnes qui sont victimes vont déposer plainte. Ça, on peut aussi subodorer qu'il y a cette ce phénomène dont il convient de tenir compte. C'est exactement, comme on a pu le voir avec le viol. Ce qui est sûr, c'est que effectivement cette année, il y a une sensibilité plus grande de la presse par rapport aux agressions vis-à-vis des femmes. Et cette année, il y a eu un certain nombre d'agressions vis-à-vis de femmes parce qu'elles sont lesbiennes, que ce soit effectivement dans l'Essonne, mais il n'y a pas eu que l'Essonne, il y a eu d'autres lieux. Donc, pouvoir maintenant en tirer des conclusions, pour vous dire la vérité, j'en suis pour le moment vraiment incapable. Ce qui est sûr, c'est que je crois que quand on est agressé, il ne faut pas laisser passer les choses, parce que d'abord, celui qui vous agresse transgresse le contrat social, et que par voie de conséquence, il a à répondre de cette transgression. Déjà, rien que pour soi, il faut le faire. Ensuite, ça peut avoir effectivement un effet d'exemplarité, quoique restons mesurés sur la dimension d'exemplarité d'une décision, d'une peine, etc. D'un point de vue théorique, est-ce que l'étude de ces discriminations rencontre des difficultés, des obstacles particuliers, parce qu'on a vu que beaucoup de renseignements, d'informations nous viennent aujourd'hui des enquêtes de santé, par exemple, dans lesquelles un chapitre est parfois consacré à cette question des discriminations. Voilà. Et est-ce qu'on n'a pas aussi, on peut avoir le sentiment qu'il y a quand même un regain de ces recherches sur les genres et les sexualités ces derniers temps. Gay, c'est vraiment important que ces outils théoriques perdurent. Il faut se battre pour qu'ils continuent à exister, parce que les financements sont pas toujours au rendez-vous quand même. Que ces questions continuent à être posées malgré tout. Et qu'il y ait aussi des chercheurs qui y travaillent, parce que c'est vrai que moi je travaille à l'Institut de veille sanitaire, donc c'est quand même un petit peu éloigné, on va dire, de cette thématique-là, et vraiment il y a beaucoup de matériel à disposition qui sont complètement inexploités, donc c'est presque une offre que je fais là devant vous, c'est que si vraiment il y a des chercheurs, s'il y a des thésards qui sont intéressés par ces données-là, qui n'hésitent pas à venir, les données sont disponibles et sont offertes à tout le monde, parce qu'il y a vraiment des choses, surtout que ce qu'il faut savoir malgré tout, malgré que ce questionnaire ait été, proposé qu'aux hommes, il y a toujours, depuis le début, environ 200 femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes qui répondaient à ces questionnaires, et donc ces données que j'ai en ma possession, mais qui sont vierges d'analyse, sont à disposition de tout le monde, faute de temps. C'est vraiment lamentable, mais c'est comme ça. Donc vraiment, c'est une offre que je fais là pour que ces données soient analysées et ouvertes à tout le monde, pour qu'il y ait des recommandations de fait à cet égard.
Voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les données que je vous ai rapidement présentées là sont à disposition depuis, je crois, 2005. Le problème, c'est qu'a priori, l'éducation nationale s'en est pas pour autant vraiment saisie, me semble-t-il. En tout cas, l'INPES pas vraiment non plus, pour qu'il y ait des choses de fait dans les classes sur l'éducation, pour lutter contre l'homophobie à l'école, au collège ou au lycée. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un effort de fait sur les études et les recherches. C'est bien qu'il y en ait encore plus, mais que les données soient là pour prendre des décisions et faire en sorte que les personnes puissent vivre leur homosexualité dans de meilleures conditions. Les obstacles à penser l'égalité entre les sexes. Donc les obstacles sont du registre de l'éducation, on l'a dit plusieurs fois, de l'information, de la vulgarisation, de la diffusion de ces idées. Et j'ai pris un exemple qui est celui du monde politique, sur lequel j'ai travaillé là un petit peu. Le monde politique qui est en soi une vitrine, et d'autant plus avec sa pipolisation croissante. C'est une vitrine de la société. Alors, ce système de genre qui organise le social donc en deux catégories produit des représentations. Des représentations habituellement qu'on présente comme relevant de la nature ou relevant de la culture. Alors, relevant de la nature, c'est l'argument l'homosexualité est contre nature. Voilà. Alors, parmi les hommes politiques qui sont les personnalités politiques qui ont rendu public leur homosexualité en France, il y en a extrêmement peu, et ce sont quasiment que des hommes. Quelques exceptions de femmes, mais massivement des hommes. Et donc dans leur discours, j'en ai relevé quelques-uns, voilà ce que disait Bertrand Delanoë en 98 dans l'interview télévisée où il révèle. Alors j'ai pris des extraits. Je n'ai absolument pas parlé de ma vie privée, dit-il. J'ai parlé de nature qui existe dans la société et je vous ai parlé de qui j'étais. Voilà comment il présente les choses. 9 ans après, il revient à la télé, reparler de ce sujet, il s'est tu pendant 9 ans. Il n'a plus parlé d'homosexualité. Il revient pour M6, toujours une année préélectorale. Et donc il dit cette fois-ci, il faut toujours prendre le risque de la vérité et du naturel, explique-t-il à propos de son coming out. Et il finit en disant, c'est simplement essayer d'engager un dialogue avec les citoyens basé sur le naturel. Donc on a vraiment là cette idée de nature revient sans être forcément développée ni appuyée. Et j'ai pris un dernier exemple, celui de Roger Carucci, qui a fait un coming out assez surprenant en ce début d'année. Il déclare donc toujours à la télévision à propos des invitations qu'il a reçues du président de la République, mais alors qu'il était encore ministre. Donc Sarkozy l'invite à plusieurs reprises avec son compagnon. Et Carucci déclare « C'était très sympathique et comment dire, naturel. Voilà, le vrai mot, c'est ça. » Donc on voit bien que cette vitrine-là pose un problème. Enfin, ce discours des hommes politiques pose un problème puisqu'il présente des idées de nature sans les développer vraiment, mais ne se centre uniquement là-dessus. Il n'y a rien d'autre en plus dans ces discours. Alors après, on a des registres qui relèvent de la culture, donc tout ce qui est des qualités prêtées aux gays ou aux lesbiennes, donc les homosexuels sont des hommes sensibles, raffinés, cultivés, j'en passe, voilà, beaux, élégants, bon, bref. Et j'attire votre attention quand même que sur les, sauf erreur de ma part, 4 ministres qui ont été en exercice gays visibles, donc ils l'étaient soit avant d'être nommés ministres, soit ils ont révélé leur homosexualité en occupant leur ministère. Donc sur, sauf erreur de ma part, 4 dans la Ve République, 3 ont été ministres de la Culture. Donc je vous laisse en tirer les conclusions. Donc cet essentialisme de la République existe.
Et ma conclusion sur cette vitrine du monde politique serait que, heureusement, il y a une nouvelle génération mais de personnalités politiques, hommes et femmes, qui ont beaucoup de mal à accéder aux médias, mais qui ont commencé leur carrière en étant gays ou lesbiennes visibles. Donc la question est réglée avant même qu'ils adhèrent à un parti, quel qu'il soit. Donc ces hommes et ces femmes, et ce n'est pas un hasard, ont un discours autre sur les questions relatives au genre et aux sexualités. Et ils amènent des idées plus construites quand même que le simple ton au naturel de Carucci ou de Delanoë, c'est le même. J'ai vraiment l'intime conviction que la société dans laquelle on vit, elle est le résultat, au fond, d'une histoire qui est vraiment très, très, très ancienne. On peut aisément la dater avec la naissance du Christ. Et donc, je crois qu'il ne faut pas oublier que la société française, pendant des siècles et des siècles, d'abord, elle a donc baigné dans cette culture religieuse qui a toujours stigmatisé le sodomite, enfin ce qu'aujourd'hui on appelle l'homosexuel, etc. Parce que vraisemblablement, ça ne permettait pas la reproduction de l'espèce. Donc, notre arrière-plan culturel, il est celui-là, et il ne faut pas se leurrer avec l'idée de la séparation de l'État et de l'Église en 1905. Ça n'a pas changé. On est dans ce soubassement culturel-là. Et j'en veux pour preuve qu'il a fallu attendre 1982 pour qu'en France, on dépénalise les pratiques homosexuelles. Donc, on vient de très, 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 très loin. À l'échelle de l'histoire, je dirais qu'on va maintenant très vite. 82 dépénalisations, pendant 10 ans, no man's land. On ne parle pas des homosexuels, plus rien, tatati tatata. L'épidémie de sida fait ce que nous savons, c'est-à-dire qu'elle révèle la précarité des couples, d'où l'émergence d'une revendication d'un statut juridique pour le couple. Donc, et ça aboutit au vote du Pacs en 1999. 2004, le mariage de Bègle. Aujourd'hui, on arrive à faire condamner la France pour un refus d'adoption opposé à une lesbienne à cause de son homosexualité. On arrive à obtenir une certaine protection pour les enfants qui sont élevés par 2 femmes ou par 2 hommes. À l'échelle de l'histoire, ça va très vite. Évidemment, à l'échelle de l'individu, c'est pas assez rapide. Ça, c'est très très clair. Donc, une des choses que je pense véritablement en tout état de cause, c'est que pour lutter contre les discriminations à l'égard de l'homosexualité, la première chose à faire, me semble-t-il, c'est au minimum d'instituer une égalité en droit, là où aujourd'hui il y a une inégalité en droit. Mariage et adoption. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce qu'en fait la loi, elle a toujours un effet instituant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des citoyens qui peuvent se dire, de toute façon, les homosexuels, c'est des sous-citoyens. Regardez, ils peuvent pas avoir le mariage, etc. Ils sont moins bien que nous, de toute façon. C'est bizarre leur pratique, etc. Et c'est accrédité parce que l'État n'a pas ouvert le mariage et que il ne permet pas véritablement l'adoption et que par ailleurs, les enfants qui sont élevés par 2 femmes ou par 2 hommes sont moins bien traités. Donc c'est nécessairement que ces gens-là valent moins bien. À partir du moment où l'État met fin à cette discrimination légale, il institue quelque chose dans un ordre imaginaire, qui est celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et j'en veux pour preuve le vote du Pacs. Le Pacs, c'était insuffisant, mais quand même, c'était révolutionnaire, parce que c'était la première fois que le droit français reconnaissait le couple de personnes de même sexe. Et je pense véritablement que cela a eu des effets instituants. Aujourd'hui, ça ne pose plus aucune difficulté. C'est totalement accepté. Au point même d'ailleurs que 95% des Pacs sont conclus par des hétérosexuels. Donc voilà, la première des choses, au moins, pour arriver à penser l'égalité des sexualités, même si je sais que c'est difficile, tout comme il est difficile de penser l'égalité des sexes. Encore qu'en droit, aujourd'hui en France, il y a une égalité des sexes. En droit. En fait, non. En droit, oui. C'est déjà un premier pas. Et maintenant, il faut se battre sur le fait. Pour l'homosexualité, il faut se battre sur le droit et sur le fait. Michel Bozon, je voulais relever une des choses qui a été dite par
Jean-Yves Le Tallec, c'est le fait que la famille soit plus, effectivement, apparemment, le lieu de plus grande discrimination et que le travail émerge comme un lieu problématique, hein, du moins certains lieux de travail. Et je me demande si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un axe de politique beaucoup plus important qu'on ne le dit, puisqu'on est très axé sur l'égalité dans le domaine de la famille, hein, qui serait axé sur le travail, mais quels pourraient être les axes? Je pense à un domaine de travail, enfin un secteur de travail très simple, qui est le domaine de l'enseignement, hein. Par exemple, l'enseignement secondaire, où il y a beaucoup de femmes, et donc probablement de femmes lesbiennes, et d'hommes homosexuels, et qui est un des lieux où on peut le moins parler de sa sexualité. Alors, quelle pourrait être une politique à mener dans ce domaine-là? J'avoue que je ne le vois pas très bien. Les politiques de coming out sont pas forcément des politiques très efficace au niveau personnel, hein, on le sait bien, puisque en fait il faut sans arrêt après gérer le secret, le silence, le coming out n'est pas la solution qu'on pouvait croire politiquement, aussi simple. Juste un mot sur effectivement les études ou l'activité scientifique sur le thème de l'homosexualité féminine, des femmes, des lesbiennes. Annie posait une question un peu particulière, qui est l'utilisation des données, en l'occurrence des données de santé d'un institut public. Et là, on voit bien que c'est l'utilisation sexuée de ces données qui est très déséquilibrée, en fait, du coup, pour ce qui concerne les travaux d'Annie, et qu'il n'y a pas d'encouragement à une utilisation de seconde main, non plus. C'est-à-dire que, du coup, la dimension sexuée de ces données est passée sous le tapis, et la partie de données dont tu disposes, en fait, elle n'est pas promue, elle est peu promue. Il n'y a pas d'appel particulier pour les utiliser. Et ça, c'est un cas un petit peu différent des études spécifiquement genre et féministes. Et je suis pas certain, moi, que les choses s'arrangent vraiment. Enfin, je vois l'exemple de Toulouse, où finalement c'est en diminution plutôt qu'autre chose. Ça fait vrai, le coming out, c'est-à-dire rendre public ou communiquer sur sa sexualité, c'est permanent. C'est une fois qu'on commence, en particulier dans le milieu professionnel, c'est sans arrêt remis. Il faut le faire tout le temps, tous les jours. Voilà. Et ça lasse, hein. Et deux, ça n'a pas forcément une production politique extraordinaire. J'ai envie de dire, quand je vous entendais, pour qu'il y ait violence et agression physique dans la rue, un gay ça suffit, mais il faut au moins 2 lesbiennes pour qu'on en parle. C'est-à-dire que pour qu'on les voit. Et il est clair, d'après les analyses de l'enquête sur les violences envers les femmes en France et les analyses de l'enquête contexte de la sexualité, que les femmes qui ont eu des rapports avec des femmes au cours de leur vie, pour l'enquête sur la sexualité, ont été plus souvent victimes d'agressions sexuelles autour de leur vie. Pour l'enquête en veuf, puisqu'on analysait les deux, beaucoup plus souvent victimes de violences physiques et sexuelles. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles l'ont été à cause de leur homosexualité. Là, on ne le sait pas. Mais il est évident que les lesbiennes sont d'abord victimes de violences au premier regard en tant que femmes. C'est durable si en plus elles sont lesbiennes. Je dirais c'est une couche en plus. Et je pense que c'est un truc absolument central. Nouveau, donc je voulais revenir sur quelque chose qui a été à peine évoqué. Bon, on parle majoritairement donc sur cette table ronde de la discrimination donc en fonction des orientations sexuelles des hommes et des femmes. Et ça a été juste allusif en fait. On n'a pas parlé, pas assez à mon goût en tout cas, de la question des insultes homophobes, c'est-à-dire de ce qui ne tient pas forcément compte justement
des orientations sexuelles et qui n'est pas forcément fondée sur l'orientation sexuelle, mais sur des apparences considérées comme transgressives par rapport à des modèles dominants. Et le champ dans lequel je travaille justement est malheureusement particulièrement exemplaire et sur lequel on a lancé des recherches, le sport. Donc, particulièrement exemplaire, enfin le mot n'est pas exact, il est illustratif plus exactement, le champ sportif de ces insultes homophobes dans lesquelles, Anne, justement, des femmes se font insulter par des femmes. C'est-à-dire que, justement, là, la dérogation par rapport à et les insultes homophobes donc, qui sont envoyées sur les sportives, parce que le sport est un conservatoire de la masculinité et de la féminité les plus dominantes qui soient, les plus traditionnelles qui soient. Et toute dérogation à ces modèles dominants de masculinité virile d'un côté, de féminité féminine de l'autre, sont objets très souvent d'insultes homophobes. Et l'insulte homophobe, c'est un garçon manqué, c'est les handballeuses toutes des gouines, d'accord ? Et donc, et ça, il y a une banalisation, c'est-à-dire qu'on ne relève pas, les journalistes ne le relèvent pas, dans l'ordinaire, dans le quotidien, ça n'est pas relevé, ces insultes homophobes. Et pour moi, on est dans le même ordre de discrimination que ce dont nous parlons ici, à propos de personnes en fonction de leur orientation sexuelle. Voilà, je voulais le souligner, parce que ça me paraît aussi important, du fait que c'est banalisé. Il y a un début de prise de conscience dans le monde du sport, de ces propos tout à fait injurieux, surtout dans le monde du football. Donc, il y a une association qui s'est créée qui s'appelle le Paris Foot Gay. Vous êtes peut-être au courant, d'accord, ok. Donc vous êtes au courant de la charte qu'ont signé en principe un certain nombre de clubs de foot, justement qui s'engagent en fait à prévenir ce type de comportement. Je pense qu'on ne peut pas. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne peut pas tout résoudre par la loi. C'est-à-dire que il y a aussi tout le pan éducatif de prévention qui est vraiment, me semble-t-il, très très important, parce que la loi elle peut pas être partout, sinon alors on serait dans un état absolument totalitaire, ça serait pas vivable, même s'il y a beaucoup de choses à redire aujourd'hui. Donc je crois vraiment l'école est un lieu majeur justement de lutte contre les discriminations, pas que par rapport à l'homosexualité, contre le sexisme, contre le racisme ou l'antisémitisme. Donc c'est vraiment un lieu majeur. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'à la fois ça doit partir, me semble-t-il, d'une mobilisation des citoyens en direction de nos femmes et de nos hommes politiques, pour que le ministre de l'Éducation accepte qu'il y ait des interventions d'associations dans les écoles, voire même que dans le programme lui-même, il y ait cette éducation à la non-discrimination, c'est-à-dire montrer que le monde, il est fait, enfin, une société donnée, quelle qu'elle soit, elle est composée de gens absolument différents. Que la différence, elle est intrinsèquement liée au fait d'être humain, mais que il n'est pas possible ou il n'est pas tolérable que sur la base de ces différences, on dise toi t'es moins bien, toi t'es mieux. Toi, t'as pas droit à ça parce que toi, t'es comme ça. Voilà. C'est ça qui est très important, me semble-t-il, à diffuser. Nous avons été ici, nous 4 invités par l'Institut, donc l'Institut y trouvait un intérêt. Et même si l'intérêt est de faire un certain nombre de constats de carence, comme vous le dites, ou voilà. Donc je pense que ce que nous avons raconté ici et dans les échanges ensuite relève du genre, même si nous ne parlons pas tous. Ou toutes uniquement des femmes et des lesbiennes. Je suis d'accord avec ce que vous disiez. Et en termes de discrimination économique, ça c'est évident. Déjà, les hommes que nous investiguons par l'enquête Presse Gay sont des hommes d'un niveau socio-culturel très important, plus que 60% ont plus que le bac et sont pour la plupart de catégories socio-professionnelles supérieures. Donc effectivement, en termes de discrimination, je crois que vous aviez totalement raison et je peux qu'aller dans votre sens. Le nombre de recherches qui sont faites sur les gays ou sur les lesbiennes, l'écart est absolument monstrueux. Alors c'est vrai que comme je l'avais rappelé en introduction, pour une part, c'est lié au fait que, à cause, grâce entre guillemets, à l'épidémie de sida, il y a eu des fonds extrêmement importants qui ont été débloqués pour réaliser des recherches. Et si on prend toutes les recherches financées par la NRS depuis sa création, l'Agence nationale de recherche sur le sida, en 89, toutes les recherches qui ont été conduites auprès des gays,
dans une perspective socio, psycho, etc., c'est considérable. Et c'est vrai que pour des raisons d'épidémie de sida, on a laissé de côté la question des femmes qui ont une sexualité homo, mais je crois encore une fois que ça va bien au-delà de cette question de contexte sanitaire qui a permis un financement totalement spectaculaire et de recherche. Et quand on regarde tous les chercheurs qui ont récupéré des postes grâce à ces fonds-là, c'est aussi spectaculaire. Mais bien au-delà de ça, à mon avis, il y a d'autres résistances. Et c'était un des enjeux aussi de cette table ronde, de cette session, que de s'interroger sur cette bien moindre visibilité sociale et scientifique des études qui sont faites auprès des femmes qui ont une sexualité homo-bi. Et le sida n'explique pas tout. Les chercheurs et les chercheuses sont aussi directement interpellés sur ce manque d'analyse. Et quand les données existent, y compris dans les grandes enquêtes comme les enquêtes sexualité, les deux qu'a financé l'ANRS, force est de constater que les premiers articles qui sont publiés, et je le dis d'autant plus facilement que j'étais largement impliquée dans les deux, portent sur les hommes. Et que la question des femmes, alors ça va changer puisque là on est en train de sortir une kyrielle d'articles sur les femmes, mais ça interroge toute la communauté scientifique, pour ne pas dire. La question du mariage, en fait, il faut la mettre en perspective comme étant une revendication de libre choix. Et ce que vous avez énoncé, madame, enfin, je comprends parfaitement ce que vous avez indiqué. Mais en fait, quand je vous entends, j'avais l'impression que c'est comme si le mariage, c'était quelque chose qui était imposé. C'est-à-dire, tout le monde doit se marier. Personne n'a le choix. Tout le monde doit se marier. Donc en fait, comme tout le monde doit se marier, effectivement, la seule manière d'être libre, c'est de sortir du mariage. Sauf que, en fait, le positionnement des associations d'homosexuels qui ont revendiqué un statut de couple, et ensuite le mariage, parce que ça répond à la nécessité d'être traité de la même manière, c'est-à-dire indépendamment de sa sexualité, c'est une question de liberté de choix. Quand j'entends des gens me dire « Oh, mais le mariage, de toute façon, même les hétéros n'en veulent plus, etc. », que effectivement la personne qui me parle est une personne hétérosexuelle qui a le choix, je dis « Bah oui, t'as le choix ». C'est vraiment une liberté de choix. Chacun doit pouvoir faire ce qu'il veut, c'est-à-dire se marier, se paxer, se concubiner, ne rien du tout faire même. Mais il n'y a pas de justification raisonnable et objective de pouvoir dire, enfin de dire, bah non, vous là parce que vous avez une sexualité qui est différente, minoritaire, vous pouvez pas vous marier. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune raison pour que le mariage civil soit fermé. C'est vraiment une histoire de libre choix. C'est ça, en fait. Et ça peut pas, à mon sens, ça peut pas se penser autrement. Et après, si on veut aller plus loin, ben, alors à ce moment-là, il faudrait que les homosexuels et les hétérosexuels, ils se groupent ensemble en une association qui revendiquerait l'abrogation du mariage civil, bien sûr. Mais enfin, pour le moment, c'est pas une chose qui a émergé dans la société. Qu'on peut recueillir dans les entretiens, et là encore une fois, ce sont des récits d'hommes. En fait, ce qui est quand ils parlent de mariage, leur référentiel, c'est l'égalité de sexualité. Et ces hommes n'ont pas du tout un référentiel en termes de réflexion homme-femme, c'est-à-dire de rapport socio-sexe. Leur centre, c'est l'égalité de sexualité. Voilà. Et je pense que c'est là aussi, en termes d'analyse, que c'est très différent. On le retrouve, je pense, et un truc dont on n'a pas parlé, dans ce qu'on peut appeler le continuum ou la communauté gay, etc., qui est articulé essentiellement sur la différence de sexualité dans la société, alors que dans ces mouvements égalitaristes, enfin dans ce continuum, de mouvements égalitaristes gays et lesbiens, les questions de genre sont peu parlées, et donc on ne parle jamais des violences des gays à l'encontre des lesbiennes, spécifiquement. Elles existent, mais du coup, comme elles ne doivent pas apparaître, en fait, d'un point de vue politiquement correct, vis-à-vis de la majorité, on va dire comme ça, elles ne doivent pas apparaître. Mais parce que le raisonnement essentiellement fondé sur la sexualité
Et le raisonnement fondé sur les rapports sociaux de sexe, c'est pas tout à fait le même. Rappeler une autre thèse qui a été soutenue par Florence Binard et qui a travaillé sur la lesbienne dans l'entre-deux-guerres en Grande-Bretagne. Et elle montre bien dans cette thèse que la visibilité de la lesbienne ou de l'homosexuel commence à se développer à cette période-là, c'est-à-dire dans le sillage des études médicales sur les sexualités déviantes pour les hommes et pour les femmes. Et elles apparaissent, la lesbienne apparaît de façon très, très caricaturale dans cette littérature de l'entre-deux-guerres, soit toujours par le biais des femmes et du travail, c'est-à-dire que c'est essentiellement les femmes enseignantes qui deviennent la caricature de la femme masculine et revêchent, et aussi les sportives et les tenniswomen, etc. Donc je pense que auparavant, il y a une invisibilité totale ou pratiquement totale de l'homosexualité féminine. Donc on ne peut pas s'étonner, d'une certaine manière, qu'il y ait si peu d'études actuellement. C'est vrai que les féministes auraient peut-être dû se précipiter sur ce sujet-là, mais c'est déjà tellement difficile d'être féministe à l'université qu'être en plus lesbienne. Du débat sur le mariage, sur l'idée qu'il est un peu étrange que, alors que le mariage décline dans toute l'Europe occidentale, que ça correspond à une tendance sociale de fond, les homosexuels s'en emparent comme un symbole d'égalité. C'est peut-être bien justement quelque chose d'assez symbolique. Ça fonctionne plutôt au niveau symbolique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et un exemple qu'on peut donner de ça, c'est que dans les pays qui l'ont adopté, le mariage, qui sont des pays comme la Suède, l'Espagne, enfin il y a des pays assez divers, il y a 7 pays au monde qui l'ont adopté, les taux de personnes en couple qui se marient parmi les homosexuels sont toujours très faibles. Ça varie entre la Suède de 2% parmi les couples homosexuels à un maximum de 20% dans le pays qui le pratique le plus. Donc c'est bien un élément de choix et c'est pas quelque chose qui va être choisi massivement. Donc ça reste de l'ordre de la politique symbolique, il faut le dire, malgré tout. Et c'est pour ça que moi je voudrais revenir à un moment donné au travail, qui m'a l'air d'être moins symbolique. Pour conclure, je dirais peut-être effectivement on n'a pas assez, amende honorable, parlé d'homosexualité féminine, mais il est vrai que c'était centré sur l'égalité des sexualités, et il est vrai aussi que certaines sexualités sont moins égales que d'autres, il faut quand même le souligner. Et puis s'il y a peut-être encore trop peu de recherches sur la question de l'homosexualité féminine, je pense qu'il ne faut pas non plus hésiter à aller voir du côté des associations, donc ça introduit la deuxième table ronde aussi, les associations militantes et notamment féministes et lesbiennes en particulier.